Mardi 8 avril 2025, un candidat, un projet, acte 8, et ils sont justement 8 candidats à briguer la magistrature suprême. Ils sont donc invités à tour de rôle sur ce plateau pour vous présenter leurs ambitions pour le Gabon durant les 7 prochaines années, et ce, grâce à la HAC, la haute autorité de la communication, via bien sûr la commission d'accès équitable des candidats, partis politiques ou groupements politiques aux médias publics. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne et aux chaînes partenaires. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Un candidat, un projet reçoit ce soir Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, je m'en vais vous présenter les journalistes qui vont vous interroger ce soir sur votre projet de société pour le Gabon. Patricia Lidi Mouelé de Gabon Première, elle vous interrogera donc sur le plan économique. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Stéphane Nguema de l'AGP, l'Agence gabonaise de presse, qui lui vous interrogera sur le volet politique. Bonsoir. Et puis, bien sûr, Marielle Biogou de Gabon 24, qui, elle, s'occupera des questions de société. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après vos études primaires et secondaires, vous obtenez brillamment votre baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et vous entrez donc à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, puis vous intégrez l'Académie royale de Meknes au Royaume du Maroc. C'est en 1997 pour y suivre une formation militaire et universitaire. Vous en sortez donc titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, votre bravoure et votre courage, votre rigueur au travail vont vous distinguer des autres. Vous serez choisi pour assurer la haute charge de sécurité de son Excellence Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, vous allez monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République, où vous allez passer 8 années, en tout cas à ses côtés. En 2009, vous êtes nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, poste que vous occuperez avec mérite pendant 5 ans. En 2014, votre expérience et votre amour pour la patrie vous conduisent donc à endosser une carrière diplomatique. Vous êtes donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Vous assumerez cette charge avec satisfaction durant 5 années. En 2019, vous êtes de nouveau rappelé au pays et vous voyez confier la mission sensible de directeur général des services spéciaux. Puis en avril 2020, le général de brigade Oligui Nguema que vous êtes est nommé donc commandant en chef de la garde républicaine et depuis le 30 août 2023, vous êtes désigné président du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de votre formation militaire, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes parachutiste aguerri, vous êtes titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré depuis 2007 et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré depuis 2010. En matière de récompense militaire, vous êtes décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationale, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Vous parlez, écrivez français et anglais, votre sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est donc un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Vous êtes marié et père de famille. Voilà donc en quelques mots votre parcours. Alors, s'il vous était donné d'y ajouter quelque chose, de vous présenter, peut-être votre vision, que diriez-vous aux Gabonais ce soir? Merci. Mes chers compatriotes, je suis Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme du 30 août 2023.
J'ai passé 28 ans de carrière militaire avec la discipline, l'ardeur au travail, l'amour pour la patrie. Et suite à vos appels, j'ai renoncé à mon métier de militaire pour vous servir. Ce soir, vous découvrez un homme. Un homme que Dieu n'a pas donné la chance d'être un grand orateur, d'être un grand tchatcheur, mais un homme que Dieu a mis en lui. La foi, la conviction de bâtir pour ce peuple. Et dans mon passé récent, j'étais aussi entrepreneur. Et les maisons, j'en ai construit ici dans ce pays. J'en ai même vendu. Ne soyez pas déçus ce soir, parce que je ne suis pas venu pour vous divertir, tous ceux qui me regardent à travers l'écran. Je suis venu pour parler de mon projet de société. Et je répondrai sans langue de bois à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le candidat. Alors, justement, vous êtes arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Quelles sont précisément les institutions que vous estimez avoir restaurées depuis le début de la transition, quand on sait que la charte énoncée par le CTRI depuis lors était bel et bien la restauration des institutions. Beaucoup encore, et notamment vos détracteurs, disent que sur ce pan, l'objectif n'aurait pas été atteint. Merci, mon cher frère, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Après le 30 août 2023, nous avons mis en place une charte pour la transition. Et après la charte, nous avons mis un chronogramme de la transition. Ce chronogramme qui jusqu'à aujourd'hui est respecté. Nous avons fait un dialogue national inclusif. La transition, nous l'avons annoncée pour 2 ans. Et le dialogue nous a donné une année supplémentaire que nous avons refusée parce qu'on tenait à nos engagements. Après le dialogue national, nous sommes allés au référendum. Et il faut le dire, depuis plus de 30 ans, dans ce pays, on n'en a jamais fait un référendum. Ça, c'est l'œuvre du CTRI. Il ne faut pas l'oublier. Au référendum, nous sommes allés voter la nouvelle constitution, où le oui l'a remporté, avec 91,64%. Nous avons adopté la Constitution à la place de la libération. Et après, nous avons fait le code électoral. Une fois quand on a fini de faire le code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Et je pense que la Constitution, c'est la mère fondamentale de toutes les institutions. Une fois qu'on a rétabli la Constitution, les autres institutions pourront suivre. Nous avons les élections le 12 avril 2025. Premier tour, deuxième tour, je ne sais pas. Le vainqueur de cette élection, une fois validé par la Cour constitutionnelle, il prêtera serment sur la nouvelle Constitution. C'est notre entrée dans la 5e République. Alors, et après, revient à lui la lourde charge de restaurer les autres institutions qui vont suivre. Le Sénat, l'Assemblée, la loi sur les partis politiques. C'est à celui qui sera élu de continuer le travail. Donc la transition s'arrête une fois que le nouveau président a prêté serment. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et si vous me posez la question, si c'est moi qui suis élu, oui, j'ai déjà un chronogramme. Je sais à quel moment je vais lancer le découpage administratif. Je sais à quel moment je vais refaire la loi sur les partis.
c'est 18 000 adhérents que vous avez retenus au référendum. Et donc, j'anticipe sur les moments. Pour les Gabonais qui vont m'élire demain, à l'entrée de 2026, j'ai un chronogramme. Nous aurons une nouvelle assemblée élue. Justement, vous parlez d'anticipation. D'aucuns, par rapport au chronogramme donné par le CTRI au départ, voyaient cette élection présidentielle vers août, par là, et n'ont pas compris que cette élection se passe en avril. C'est ce que je dis. Chez nous, dans l'armée, on dit commander, se prévoir. Et en politique, vous dites gouverner, c'est prévoir. On dit la même chose. Août 2025 était la date butoir à ne pas dépasser. Mais une fois que les institutions, la loi fondamentale qui est la Constitution, a été revue, a été adoptée, et que par la suite, nous avons fait un nouveau code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Pourquoi attendre 4 mois, 2 mois? Quelle est la différence? Puisqu'on a encore d'autres institutions à restaurer après le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce n'est pas moi qui l'ai fixé, c'est le gouvernement qui a anticipé les élections. D'accord, justement, pas le CTR. Nous parlons des institutions. Nous allons aller du côté de la régie pour une petite transition et nous allons parler politique. Un candidat, un projet. Nous sommes bel et bien ce soir avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et nous entamons, monsieur le candidat, le volet politique. Je vous laisse avec Stéphane Nguema de l'AGP. Stéphane. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, Stéphane. Lors de vos différentes sorties en tant que président de la transition, vous affirmiez que la transition gabonaise a été une réussite ou bien est une réussite. Monsieur le candidat, en quoi cette transition est-elle un modèle, notamment au niveau politique? Merci, monsieur le journaliste. Il faut partir du 30 août 2023. Je pense, au monde, c'est le seul coup d'État sans effusion de sang. Vous n'en verrez nulle part. Et nous avons amorcé une transition inclusive, avec toutes les forces vives de la nation. On n'a mis personne de côté. Ce n'étaient pas les militaires qui étaient au contrôle. Mais tout le monde a participé. Les associations et même la diaspora a participé. Et en plus, nous avons respecté nos engagements. Le chronogramme, les délais, tout était précis. Et c'est ce qui fait que cette transition est un modèle. Nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas cherché à faire un glissement ou gagner du temps. Et encore plus à féliciter. Au lieu d'attendre la date du 30 août pour les élections, nous avons anticipé les élections. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée se sont mis d'accord pour anticiper ces élections. C'est ça le modèle. Voilà pourquoi cette transition est une réussite. Appréciée de tous. Et je le dis, cette transition sera enseignée dans la plupart des grandes universités, que ce soit en Europe, à l'Occident, en Amérique, et même chez nous dans nos universités. Elle sera enseignée à l'école de guerre de Paris. Monsieur le candidat, la nouvelle constitution et le nouveau code électoral ont été salués comme des avancées majeures pour la transparence électorale, en particulier pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je la partage, oui. Pourquoi? Parce que dans ce code électoral, nous sommes repartis à une élection à 2 tours, ce qui n'était pas le cas en 2023. Dans ce code électoral, nous avons supprimé le ticket accolé
mariés, ainsi de suite, comme on peut le dire. Et c'est ce ticket qui nous a amené les problèmes. C'est ce ticket qui a forcé les militaires à sortir de caserne. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons ramené l'enveloppe poubelle. Oui, c'est une fierté. Je vois les uns et les autres dire oui, allez-y voter, n'ayez pas peur dans l'urne, il n'y a pas de caméra. Mais il faut aussi dire la suite après. C'est dire que oui, ne ressortez plus avec les bulletins pour venir me donner pour que je vous donne 15 000, 5 000. C'est fini ces choses-là. Et après, on a le retour des observateurs internationaux qui arrivent. Ce n'était pas le cas en 2023. Il y a une autorité de contrôle des élections et du référendum qui a été mis en place. C'est une réussite. Moi, je pense, à mon avis, que ce code électoral est parfait. Surtout que même ceux qui veulent le critiquer, ils ont participé. Ils ont donné leur avis. C'est ça l'inclusivité. Alors, monsieur le candidat, vous parlez justement de ce ticket qualifié à l'époque de inique qui a finalement fait sortir les militaires des casernes, comme vous l'avez dit. Vous avez renoncé pour vous présenter à cette élection présidentielle à votre statut de militaire. Vous, président, si jamais vous étiez élu, les militaires regagneront les casernes? Mais le retour à l'ordre constitutionnel, c'est que les militaires retrouvent leur place dans les casernes. Et ils sont déjà dans les casernes. C'est le CTRI. Beaucoup repartiront en caserne. Ceux qui auront fait le choix de continuer en politique, celui qui sera élu va les choisir. Oui, la place du militaire à la caserne. Et ils sont fiers d'y repartir, après avoir accompli un bon travail, un travail réussi. Monsieur le candidat, nous allons revenir sur votre projet de société. L'une des grandes promesses de la nouvelle constitution est la décentralisation qui est tant souhaitée par les populations depuis plusieurs années. Comment, monsieur le candidat, vous comptez rendre effective cette décentralisation qui est tant attendue aujourd'hui? Quand on sait qu'on en parle depuis des années, il y a eu des tentatives, mais rien n'y fait. Voilà Quel serait le remède miracle de Brice Clotaire Oligui Nguema? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut féliciter cette constitution pour la Ve République. C'est des avancées énormes. On attendait depuis la décentralisation. Et enfin, elle est arrivée dans la Ve République. C'est grâce à la volonté des militaires. Et je dis merci au CTRI qui me regarde. Monsieur le candidat, tout est réuni pour qu'elle soit effective? Oui. Si vous êtes élu au soir du 12... On le voit en France. On le voit partout. Et c'est un mouillé. Donc il faut bien former les gens. Maintenant, de cette autonomie, les collectivités locales, ils vont jouir des impôts des sociétés qui sont implantées dans la localité, de la RSE. C'est ça la décentralisation. Et dans le deuxième volet, il faut également que l'État apporte aussi sa participation. Je prends un exemple à tout bête. Sur un budget de 2000 milliards, c'est un exemple. L'État décide d'octroyer 5% aux collectivités locales. Ça nous fait combien? Ça fait 100 milliards. On est bien d'accord. On a combien de collectivités locales? Avec les arrondissements qui vont aussi devenir des collectivités locales, je pense qu'on tourne autour de 140 collectivités locales. Et l'État décide d'octroyer le minimum aux collectivités locales, prenons un montant de 500 millions de francs CFA à chaque collectivité locale. Mathématiquement, ça nous fait 70 milliards. Il en reste 30.
Maintenant, les 30, l'État va regarder la collectivité locale la plus peuplée, la moins peuplée, pour ajouter un peu. Donc le minimum de base, c'est les 500 millions. Ceux qui sont plus peuplés, l'État va peut-être ajouter 1 milliard, ainsi de suite. Et là, l'État pourra faire des arbitrages avec les 300 milliards. De plus. C'est ça la décentralisation. Est-ce que là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un chronogramme qui est établi. Est-ce qu'au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation, si vous êtes élu, le chronogramme sera appelé? Est-ce qu'il y a déjà un chronogramme sur le candidat? Et je vous ai dit, commander, c'est prévoir. Et j'ai prévu mon chronogramme. Allez me voter et vous verrez. Je vous ai dit que 2026, nous aurons une nouvelle assemblée élue avec des nouveaux députés. Et après, on passe au Sénat. Et la décentralisation, elle sera effective. Alors, c'est bien l'effectivité finalement de la décentralisation avec ces énormes moyens qui seront remis finalement aux collectivités locales. On se souvient, il y a plusieurs années, sous feu Omar Bongo, par exemple, les fêtes tournantes où on remettait certaines sommes, mais derrière, l'éléphant accouchait d'une souris. Est-ce que, après avoir octroyé ces sommes importante aux collectivités locales, il y aura des mesures justement d'évaluation, de contrôle. On l'a vu sous le CTRI, certains investissements qui ont été faits pour certaines provinces et on a vu le CTRI derrière, dans l'acte de contrôle, constater malheureusement que les choses n'avaient pas été faites et n'avaient pas forcément évolué dans le bon sens. Est-ce qu'il y aura aussi des mécanismes de contrôle pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, cette décentralisation finalement? Vous le dites, Omar Bongo Ndimba, c'est exact. L'argent de fête tournante avait pris une autre décision, une autre direction. Effectivement, sous notre ère, le CTRI, ça a été la même chose. Pour moi, c'était un ballon d'essai. Quand nous avons octroyé 7 milliards à chaque province, parce que j'anticipais déjà voir comment allait se poursuivre la décentralisation. C'était un ballon d'essai. Et nous avons appris. Et nous avons pris et compris nos erreurs. Là, il faut corriger. Effectivement, il faut mettre des systèmes de contrôle. Il faut les mettre. Voilà pourquoi je dis, il faut des personnes formées. Des personnes formées pour la gestion des collectivités locales. Ça n'a pas été le cas pendant la transition. Nous avons donné les 7 milliards comme un ballon d'essai. Et vous allez sévir? Je suis en train de venir. Vous avez vu à la télé que les enquêtes ont commencé. Et nous allons sévir fermement. J'ai dit nous allons sévir fermement. Tous ceux qui ont pris cet argent, c'est de l'argent public. Et ils doivent rendre des comptes. Même si c'est les gens de votre camp? Si c'est les gens du CTRI? Oui. Oui. Un militaire? Oui. Il doit rendre des comptes. Mais malheureusement, les militaires n'ont pas géré cette enveloppe. Si vous en connaissez, dites-moi. Dites-moi, ils seront sévis. Et sur ça, nous ne blaguons pas. Nous sommes des hommes d'honneur. Justement, monsieur le candidat, nous sommes toujours dans votre projet de société, toujours dans le sens de la gestion, de la gouvernance. Vous avez promis une gouvernance transparente et efficace dans votre projet de société. Et aujourd'hui, on se demande quelles réformes concrètes allez-vous mettre en place pour lutter contre justement la corruption, qui est une gangrène et qui est décriée aujourd'hui par les populations. Et quelle garantie donnez-vous quant à la gestion rigoureuse des finances publiques, dont la gestion est toujours décriée sur le candidat? Alors, il faut dire que le Gabon n'est pas le seul pays qui fait face à la corruption. Mais je pense quand même qu'elle a nettement baissé depuis l'ère du CTRI. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des lois fortes et il faut être dur. Nous devons revoir premièrement notre code pénal. Et oui,
c'est le code pénal. Les lois doivent être dures pour tout le monde. Et c'est ça la Ve République. Et dans cette transition, nous avons mis en place une task force qui aujourd'hui a quand même pu récupérer certains fonds. Il faut le dire. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut tendre vers la digitalisation. La digitalisation de l'administration, la numérisation. Et ça aussi, c'est une fonction qui peut nous faire entrer aussi beaucoup des capitaux. Rien que pour Libreville, si on arrive à digitaliser, c'est au minimum 25 à 30 milliards l'année. Et si on digitalise tout le Gabon, nous sommes à 45-60 milliards. Donc je suis pour la digitalisation. Quand nous sommes arrivés aux commandes, qu'est-ce que nous avons fait? Le visa d'opportunité qui était logé à la présidence. Et ceux qui me regardent le savent. Comment ils faisaient la queue pour aller obtenir ce visa. Je l'ai enlevé. Nous avons enlevé le visa d'opportunité à la présidence pour plus de transparence. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du Trésor. Nous avons prôné pour le guichet unique au niveau du Trésor. Et nous avons assaini les finances publiques. On a mis des contrôles au niveau des douanes, au niveau des impôts. Et les recettes rentrent. Et c'est avec ces recettes que nous payons nos fonctionnaires. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'État se comporte mieux qu'avant. Monsieur le candidat, lors de la présentation des vœux à la présidence, vous avez dénoncé un certain nombre d'inerties, de dérives au sein de l'administration. Avec ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous avez prévu pour que cela n'arrive plus au niveau de l'administration? Parce que c'est l'administration qui est chargée de mettre tout cela en œuvre. Mais nous mettrons des contrôles. On va créer une agence pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Et cette agence ira regarder les sorties budgétaires qui vont sortir de nos caisses. Un franc dépensé doit être justifié. Un franc dépensé, je le dis, doit être justifié. Alors, un franc dépensé doit être justifié avec néanmoins, quand même, parfois, la corruption ou des indélicatesses qui subsistent. Et derrière, la justice, parfois, n'assume pas ou ne joue pas son rôle. Qu'est-ce que vous ferez, vous, sur le plan judiciaire, pour qu'elle soit plus efficace? Parce que les Gabonais se plaignent parfois du rôle que joue la justice. Il n'y a pas que les Gabonais qui se plaignent. Même moi-même, je me plains de cette justice. Et la corruption, c'est aussi dans la justice. Il y a des lois qu'il faut revoir. Il y a des statuts que les magistrats se sont taillés qu'il faut revoir. Et même des comptables. Je prends un exemple. Dernièrement, nous avons lancé les enquêtes pour les postes budgétaires. De ces enquêtes, il y a eu 6 qui sont tombés dans les filets, au niveau du Trésor et au niveau du budget. Vous le savez. Après enquête audition, ils ont été déférés. Une fois au niveau du tribunal, ils ont été relaxés. Avec preuve. Qu'est-ce qui a été dit? Non, les services de la PJ, de la DGR, des services spéciaux n'ont pas le droit de déférer des comptables sans passer par la Cour des comptes. Il faut transférer les dossiers à la Cour des comptes. Les dossiers ont été transférés à la Cour des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont tous mis en débet. Et aujourd'hui, ils sont là. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut revoir. Et c'est toutes ces lois qu'il faut revoir. Il y a un parmi eux qui a été relaxé.
Parce qu'il a payé une avance de 60 millions de francs CFA. C'est ce que dit le code pénal. Dès que vous commencez à rembourser un peu, on vous relaxe. Voilà pourquoi je dis qu'il nous faut un code pénal dur pour sévir. Rawlings l'a fait au Ghana et je compte le faire au Gabon. Monsieur le candidat, justement, vous allez mettre combien de temps pour revoir ces textes? Parce que, à vous entendre parler, vous parlez de revoir préalablement les textes pour que cela puisse prendre forme. Vous vous donnez combien de temps si vous êtes élu au soir du 12 avril pour revoir les textes? Et je vous ai dit, j'ai un chronogramme et je sais comment j'avance. Revoir les textes, c'est comme on l'a fait. On va rassembler des juristes, des hauts magistrats qualifiés pour nous nettoyer ce code pénal. Et ça, croyez-moi, le code pénal, en un mois, on l'a toiletté, on l'a nettoyé. Mais que la loi s'applique à tout le monde. C'est ce que nous voulons. Que la loi s'applique à tout le monde. Et même aux politiciens. Oui. Et même aux politiciens. Alors, au-delà de la loi qui doit s'appliquer et qui va certainement s'appliquer, vous allez également vous atteler certainement à revoir les conditions de travail des magistrats, du moins dans le domaine de la justice, avec notamment les huissiers qui se sentent un tout petit peu comme lésés ou délaissés pour compte. Est-ce que vous allez revoir également les conditions de travail aussi? Il n'y a pas que les magistrats. Nous allons regarder les conditions de travail de tout le monde. Pourquoi les huissiers se sentent lésés? Dans la transition, j'ai attribué combien de postes budgétaires à la magistrature? Ils sont venus me dire merci. Oui. Ils ont applaudi. Et après, ils se sont mis en grève. Quelle est la raison de la grève? On me dit, il faut octroyer des primes à la magistrature. J'ai lu le fichier. La prime la plus basse, 1 million. Magistrat moyen, 2 millions. Magistrat hors catégorie, 3 millions. Total, 25 milliards. Où trouve-t-on cet argent pour payer les primes de 25 milliards? Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Vous trouvez 25 milliards où pour payer ces primes? Et vous voulez m'amener à signer un document comme ça? Je ne vais jamais le signer. Oui. En France, ailleurs, la magistrature fait rentrer de l'argent. Pourquoi ne pas fonctionner comme le CEDOC? Faites rentrer de l'argent, vous versez 5% à l'État, et le reste, c'est pour vous, ça vous, ce sont vos primes. C'est ce que le CEDOC fait. Ils impriment des passeports, ils versent 5%, le reste, ils ont les primes, ils ont leur fonctionnement à l'intérieur. Il faut que la paresse s'arrête. Oui. On ne peut pas s'asseoir chez soi et demander à l'État de vous verser 25 milliards. Où est-ce que moi je les trouve? Dites-moi. On va poursuivre, si vous le voulez bien, faire une transition du côté de la régie et puis on va aborder le volet économique qui est également un de vos axes prioritaires pour les 7 prochaines années. Un candidat, un projet, nous revenons sur ce plateau, toujours avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour parler économie. Votre projet, monsieur le candidat, vous parlez d'économie, entrepreneuriat, finances publiques. Alors, votre projet de société repose sur 6 grands piliers. Alors, pourquoi avoir retenu ces axes comme étant prioritaires, finalement? Mon projet de société, je l'ai choisi en fonction des mots qui minent les Gabonais. Les situations que nous vivons ici au quotidien dans ce pays. Et je pense que ce qui touche les Gabonais à l'heure actuelle, c'est l'eau, c'est l'électricité, le manque d'eau au robinet, les délestages, les coupures. Ça nous affecte tous. Voilà pourquoi je l'ai mis comme premier pilier dans mon projet. Et après, il y a cette jeunesse, cette belle jeunesse qui aujourd'hui, qui est là sans emploi. Que faut-il faire? Et j'ai choisi comme pilier 2 l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes pour subvenir à leurs besoins. D'accord. Alors, justement, on va parler économie avec Patricia Lidimoulé. Monsieur le Président candidat, votre projet de société, vous l'avez dit justement, repose sur 6 grands piliers.
pourquoi avoir retenu ces axes prioritaires? Déjà, vous l'avez répondu tout à l'heure avec Martial. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le Gabon demeure dépendant du pétrole. Alors, quelles sont vos priorités pour accélérer aujourd'hui la diversification de l'économie nationale? Pour revenir sur les 6 grands piliers, il faut aussi retenir que j'ai mis le dernier pilier, c'était la gouvernance et les institutions. Donc je ne compte pas faire de la politique politicienne. Voilà pourquoi je l'ai mis comme dernier de mes piliers. Je tenais à vous le dire. Tout à fait. Sur la question de la diversification de l'économie, justement. Oui. Notre économie repose sur du pétrole, c'est exact. Poser la question comme ça, se me dire pourquoi je paye à ça là. Je pourrais peut-être la poser autrement. Si je paye à ça là, c'est que nous avons encore 60 ans de vie du pétrole dans ce pays. Quel que soit ce qu'on peut dire, à ça là, c'est encore 60 ans. Et je le dis. Et oui, il faut diversifier l'économie. On ne peut plus seulement vivre de la rente du pétrole. Nous devons aller vers d'autres minéraux et qui peuvent encore apporter beaucoup plus d'argent, tout en ayant toujours du pétrole. Ça nous fait des revenus en plus. Il faut aller vers le fer de Mbelinga. Oui, le fer. Ça va nous créer beaucoup d'emplois. Mais il faut aussi le transformer sur place. Vous avez les mines de Maboumine dans le Moyen-Ogooué. Et que je peux vous dire que j'ai déjà trouvé un opérateur avec lequel nous avons signé déjà un contrat. Donc c'est dire que je suis en avance par rapport à vous. Nous avons de l'or. Et souvenez-vous, qui a inscrit l'or dans le budget de l'État? Qui a mis l'or dans la loi de finances depuis que nous exploitons l'or dans ce pays? C'est moi. Parce que je vais diversifier l'économie. Regardez tous nos budgets, l'or ne faisait pas partie. Et c'est parce que je suis transparent. Donc toutes les recettes d'or également vont rentrer au capital de l'État. Nous allons diversifier aussi également dans la biodiversité. Nous allons construire les hôtels, les écologes et autres. On va relancer l'agriculture, vous l'avez vu, avec le ranch, Nyanga, Toum, Ndende, Franceville et Kaby. Donc la diversification, c'est au cœur de mon projet. Et parce que ça va nous créer encore plus d'emplois qu'aujourd'hui. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de l'or que vous avez inscrit justement parmi les secteurs d'activité prometteurs, on va le dire. Ça veut dire que vous allez arrêter tout ce qu'on entend, parce que on entend beaucoup de choses derrière, voilà, des orpailleurs. Il y a des activités illicites qui se passent ici et là. Est-ce que vous êtes informé, imprégné de cette actualité et que comptez-vous faire à ce propos? Vous parlez à un militaire convaincu et qui est au renseignement. Oui, et je suis au courant de ce qui se passe. Nous avons des orpailleurs illégaux. C'est des frères gabonais. Le but, ce n'est pas de les chasser, c'est de leur amener à ouvrir des petites sociétés pour essayer d'exploiter de l'or. Et sortir de l'informel? Pour les sortir de l'informel, c'est exact. Et nous avons mis en place des comptoirs pour qu'ils viennent verser l'or qu'ils récoltent. Le but, ce n'est pas de sortir l'or illicitement, c'est d'en faire des réserves. En faire des réserves dans nos banques, à la BAC. Parce que c'est aussi ça l'avenir. Et un pays se juge sur ses capacités de réserve d'or. Et c'est là où je vais en arriver. Patricia? Alors, Monsieur le Président candidat, vous l'avez dit tout à l'heure, certains Gabonais aujourd'hui vous accusent justement d'avoir endetté l'État avec le rachat d'Assala. Vous en avez parlé tout à l'heure, sans garantie de propriété effective. Que répondrez-vous face à ces accusations? Vous savez, j'ai pour habitude de dire il faut laisser les choses sales mourir de leur propre poison. Mais aujourd'hui, je vais vous répondre.
Ça, c'est Assala. C'est Assala. Ici, c'est le droit de préemption. J'ai entendu quelqu'un se vanter que c'est lui qui l'a créé, qui l'a mis. Je ne pense pas. Le code des hydrocarbures, il a été adopté pour la première fois le 16 juillet 2019. C'était ici. Le ministre des hydrocarbures à l'époque, c'est Noël Mbumba. C'est ici. On ne vient pas sur les écrans raconter du mensonge aux Gabonais. Il faut que ça s'arrête. Et le droit de préemption, c'est un droit légal qui existe dans tous les pays pétroliers. Sauf qu'on n'a jamais eu le courage de l'exercer. Et quand la situation s'est présentée à nous, pour Assala, c'était une occasion en or. J'ai vu défiler des hommes d'affaires. J'ai vu venir des grandes entreprises. Et en ce moment, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui vous attire autant? Puisque le puits, vous le dites qu'il a tari et qu'il n'y a plus rien. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Et c'est ce qui m'amène à payer Assala. Et j'ai tout compris. Assala, c'est la GOC qui paye. La GOC est une société anonyme de droit OHADA. Qui dit de droit OHADA, ils ont la capacité d'aller lever les financements à l'extérieur. Peut-être que hier, il avait ignoré ce procédé. Et quand la situation est arrivée, j'ai été courageux de dire on met la préemption. À leur époque, ils auraient laissé l'occasion. Oui, parce qu'ils avaient peur. S'ils ne le faisaient pas avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas le courage. Ils avaient peut-être peur de la métropole. Je ne sais pas. Et moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, j'exerce mon droit. C'est légal. Et j'ai exercé. J'ai écouté l'un des opérateurs. Et je lui ai posé la question. Tu veux payer Assala avec quel argent? Il m'a dit non, je vais aller lever les fonds. Je vais lever les fonds à l'étranger pour venir payer. Et j'ai appelé le DG de la GOC. Regarde ton code OHADA. Est-ce que tu n'as pas le droit de faire des investissements? Comme fait Total, comme fait Perenco, comme fait les autres. Est-ce que tu ne peux pas aller lever à l'étranger? Il a vérifié le code, il m'a dit si, c'est possible. Et je lui ai dit, vas-y. Ne dis à personne. Il est parti avec un petit cabinet, shadow cabinet restreint. Ils ont trouvé un opérateur qui a voulu nous accompagner. L'autre, il voulait faire partie de la production, avoir des actions. Et j'ai dit, ma consigne est claire. Assala est gabonais. Nous avons raté l'occasion avec Shell. On ne va pas arrêter l'occasion 2 fois. Je ne veux pas de partage de production avec qui que ce soit. Je veux que ça reste pour les générations futures, pour le Gabon. Et il a levé les fonds. Il a payé. Assala nous appartient. C'est notre fierté. Qu'on arrête de raconter les conneries. C'est là, Assala. Et je suis fier. C'est mon œuvre pour les Gabonais. Depuis plus de 60 ans de vie pétrolière, on ne l'a pas fait.
Quand vous allez en banque, voilà pourquoi je dis je préfère la ruse. Vous êtes fonctionnaire. Vous allez dans une banque prendre un crédit pour payer une voiture. Quand la voiture sort de l'usine, la voiture appartient à qui? Dites-moi. La carte grise est mise au nom de qui? De celui qui vous a prêté l'argent ou à votre nom? Au nom de la banque? Au nom de l'acheteur, monsieur. Au nom de l'acheteur. Mais donc, Assala nous appartient. Même si on a pris un crédit, c'est pour nous. Et j'ai écouté beaucoup de débats. Dénigrer ce que nous sommes en train de faire. Hier, quand Assala appartenait aux Occidentaux, oui, ils étaient contents. Maintenant qu'on se réapproprie notre économie, au lieu d'être patriotes, on crache sur ces jeunes Gabonais ingénieurs en disant ils ne vont rien faire, les recettes vont baisser, ils ne vont rien faire, il ne faut pas compter sur eux. Mais qui a fait les beaux jours de Shell? Ce sont les mêmes ingénieurs. Qui a fait les beaux jours d'Assala? Ce sont ces ingénieurs. Je n'ai chassé personne. C'est les mêmes qui travaillent. Quand nous payons Assala, JOC est à 26 000 barils jour. Assala est à 52 000 barils jour. Vous voyez la différence. C'est le deuxième plus grand producteur après Perenco. On a payé à 52 000 barils jour. Aujourd'hui, Assala, on est à 56 000 barils jour. Donc nous avons gagné 4 000 barils de plus. C'est dire que la société fonctionne très bien. Et après avoir acheté Assala, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé Chiloy. On l'a acheté Chiloy. Mais par quel procédé? Mais par le même procédé. Et c'est international. Je défie quiconque qu'il nous amène Banque mondiale, FMI, nos papiers sont clairs. Nos papiers sont clairs. Et je vous ai dit, c'est une société anonyme de droit OHADA. Donc ce n'est pas une dette de l'État. C'est la dette de l'entreprise. Il faut faire la différence. C'est la dette de Assala. Elle n'affecte pas l'État. Voilà pourquoi vous ne voyez pas cette dette impacter sur le budget. Vous avez des économistes. Voilà pourquoi cette dette ne figure nulle part sur notre budget. Ça ne figure nulle part sur notre endettement. D'accord. Quand on n'est pas juriste, il ne faut pas parler. Quand on n'est pas économiste, il ne faut pas parler. Et même si on est économiste, il faut se recycler aussi. Merci encore, monsieur le candidat. Je pense que les Gabonais ont été édifiés ce soir. Oui. Alors, on sait quand même que le Gabon hérite d'un important endettement. Comment aujourd'hui comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Vous reprenez, je vous en prie. Je disais ceci, on sait que le Gabon aujourd'hui a un important endettement. Ah oui. Comment vous, candidat, sinon président candidat, comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Alors, pour le remboursement, comme vous le dites, je vous ai dit, nous avons assaini les finances publiques. Et la dette dont vous parlez, elle était de combien? Elle était de 7 On parle d'un peu plus de 7 000 milliards. 7 500 milliards, pour être précis. D'accord. 7 500 milliards. En l'espace de 19 mois, nous avons payé combien? Dites-nous. Vous avez les chiffres? C'est dans la presse. On a payé 2 485 milliards. Si vous faites le ratio, le calcul, la dette a baissé. On a 5 015 milliards. Donc c'est dire que notre État fonctionne très bien. Nous payons notre dette. Et c'est le discours que j'ai tenu. C'était de respecter mes engagements, à l'international comme à l'échelon national. La preuve, nous allons aux élections. On a réglé tous nos bailleurs. FMI, aucune échéance. BAD, aucune échéance. Cité, j'ai tout réglé. La BID, j'ai payé. Ce n'était pas le cas avant. Parce que je me rappelle, en 2009, ils sont allés aux élections avec des échéances, un pays. Et je sais. En 2016, la même chose. 2023, la même chose.
Ils sont même allés prêter de l'argent, emprunter de l'argent pour faire des élections. Ils ont emprunté de l'argent pour faire des élections. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Nous organisons des élections avec l'argent sorti de nos finances publiques. C'est dire que nous avons assaini les finances publiques et je compte continuer à payer la dette pour sortir de cette situation. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. J'ai eu les félicitations, ou du moins le Gabon a eu les félicitations du vice-président de la Banque mondiale, M. Ousmane Diangara. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Qui a dit le Gabon a même plus que payé. On a rattrapé les échéances de l'année dernière. Et après l'élection présidentielle, ils arrivent à Libreville. Nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut restructurer la dette au niveau international. Il est question derrière, monsieur le candidat, de pouvoir bien faire le ratio entre effectivement l'apurement de la dette et les investissements prioritaires qui vont susciter certainement d'autres endettements. Je ne pense pas. Il y aura de l'endettement, mais il ne faut pas avoir peur de la dette. On m'a accusé d'avoir endetté le pays. Je viens de vous montrer que je n'ai pas encore endetté le pays. Et je ne suis pas encore allé emprunter de l'argent. Tout ce que je fais, c'est avec l'argent de notre sous-sol. Nous avons payé à Salah. Hier, quand c'était les Occidentaux qui géraient à Salah, on n'avait pas de RSE sur Assala. On n'avait pas de programme PID-PIH. Aujourd'hui, avec Assala, on a des marges. Je n'ai pas payé Assala pour rien. On a des marges. On arrive à construire. Tout ce que vous voyez derrière, il y a la RSE d'Assala qui accompagne. Si je n'avais pas payé, Libreville ne serait pas en chantier. Donc je sais où je vais. Patricia. Ils viendront, ces grands bailleurs de fonds, les multilatéraux, je les attends. Parce que j'ai fait aussi une chose extraordinaire. C'est que j'ai déjà reprofilé notre dette intérieure. Au moment où personne ne s'attendait. Et je le fais. C'est dire, il ne me reste que la dette extérieure. Alors, Monsieur le Et Président... ils ne vont rien nous imposer. Ils ne vont rien nous imposer. Parce qu'en reprofilant la dette intérieure, j'ai des marges. Là, il fallait payer chaque fin du mois 150 milliards. Nous allons payer de la moitié. Donc, on aura des marges de 50 milliards chaque fin du mois qu'on peut continuer à investir ou faire autre chose. La preuve, c'est que même avec ces dettes, on vient aujourd'hui de payer les rappels de retraités pour la deuxième tranche, les rappels des retraités des fonctionnaires pour la deuxième tranche. Avec des Gabonais fonctionnaires. Avec des Gabonais fonctionnaires aussi, on vient de payer. Qui n'ont pas encore eu ou perçu de rappel, malgré, disent-ils, des dossiers déposés. Est-ce que l'État va se pencher sur ces cas-là? Non. Soyons clairs. Je suis honnête et je suis un homme de parole. Je sais ce que j'avais dit au syndicat. Vous m'avez présenté les états de la dette. De ce que l'État vous devait depuis 2014, qui n'avait pas été payé. C'est vous qui m'avez présenté les états. C'était à 106 milliards. Je les ai acceptés. Et j'ai dit, je vais vous payer un peu par tranche. Et j'ai payé la première tranche. Nous avons divisé le montant par 3. Et j'ai payé la deuxième tranche. Vous ne pouvez pas me dire au moment où je suis en train de payer pour me dire qu'il y a d'autres fonctionnaires qui se sont ajoutés. Là, on n'est pas honnête. C'est de la triche. Cela dit, avoir pourtant apporté les documents nécessaires. Je l'ai dit au syndicat que même s'ils amènent les documents nécessaires, ce serait pour la prochaine étape. Il ne peut pas rentrer dans la deuxième tranche. Je dois d'abord solder cette tranche de 106 milliards. Comment voulez-vous qu'on n'a pas encore soldé une tranche? Vous me recréez encore une autre dette. Finalement, on ne va pas construire le pays. On ne va pas construire. Alors, Monsieur le Président, candidat, notre pays, le Gabon, est aujourd'hui considéré par la Banque mondiale comme un chantier à ciel ouvert. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que vous reveniez sur les projets principaux qui ont été lancés récemment? Alors, sur ces projets principaux qui ont été lancés, le plus grand d'entre eux, c'est la Cité de la démocratie.
j'ai tenu à ce qu'on retrouve notre fierté. Vous me direz que pourquoi la démocratie? Les salles de conférence, on les loue. J'ai été au Rwanda. J'ai vu comment le Rwanda attire toutes les conférences et ça fait rentrer des capitaux dans leur pays. Et j'ai lancé la démocratie, c'est pour ça. J'ai fait la cité administrative sur la vallée Sainte-Marie pour construire des ministères. Parce que nous sommes locataires dans notre propre pays. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un État qui n'a pas de titre foncier pour ses ministères. Et nous dépensons chaque année 30 milliards pour payer. C'est beau. On ne sait pas où ils vont. Est-ce que c'est des prêtres, non, qui les reprennent? Donc on enrichit les mêmes. Et en construisant la cité administrative Emeraude, nous aurons un gain de 30 milliards qui reviendra sur notre budget. Donc je sais ce que je fais comme investissement. Parce que nous allons sortir de la location. Je vais sortir l'État et tous ces ministères de la location. C'est inadmissible dans un pays où on revendique la souveraineté. Et tous ces chantiers iront à terme, monsieur le candidat? On a l'impression, d'aucuns disent que les travaux ils iront à terme. sont en berne. Ceux qui les disent, c'est de mauvaise foi, c'est de mauvaise langue. Pourquoi? Regardez sur le territoire national. On a pénurie de sable, on a pénurie de gravier, on a pénurie de fer. Et quand vous regardez la vallée Sainte-Marie ou la baie des Rois, tous les immeubles sont montés. Qu'est-ce qui manque? Ce sont les finitions, c'est les belles vitrées. Vous m'avez demandé que vous voulez des immeubles high-tech comme à Dubaï. C'est ce que les jeunes veulent. Mais je suis en train de le réaliser. Attendez que les baies vitrons les fabriquent pour Gabon. C'est en commande. Rien ne s'est arrêté. Arrêtez de croire à ce que les gens disent. Quand nous avons pris la baie des Rois, c'était combien? C'était un seul immeuble. Faites un tour. J'invite tous ceux qui critiquent. Nous avons fait des journées portes ouvertes à la démocratie, qu'ils aillent visiter, qu'ils aillent regarder. Prenez votre voiture, allez-y regarder. Et c'est en 19 mois. Seulement en 19 mois. D'accord. Et je dis à chaque Gabonais, imaginez-vous en 7 ans ce que je peux faire pour vous. Patricia, Alors, dernière monsieur question. le candidat, dernière question, oui. Il y a Alors, beaucoup de chantiers, effectivement. J'ai oublié de vous parler des écoles et des routes. Nous avons réalisé. Oui. permettrez, monsieur Les le candidat. hôpitaux, on en a réalisé. Vous avez vu sur les médias. C'est plusieurs chantiers. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec Marielle Biogou. Alors, justement, votre projet de société, à vous entendre, il est très ambitieux. Alors, concrètement, comment comptez-vous déjà le mettre en œuvre? Quelles sont les sources de financement envisagées pour le réaliser aujourd'hui? Alors, mon projet de société, il est ici. Alors, ici, vous avez le chiffrage de mon projet de société. Vous l'avez ici. Il est de 7 000 milliards. 7 000 milliards. C'est ça mon projet. 7 000 milliards. Hypothèse basse. Hypothèse haute, nous sommes à 8 000 milliards. Et je compte le financer. 25% sur le budget de l'État. Nous allons augmenter le budget d'investissement. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'argent sur les marchés ou dire la dette. Oui, nous avons les partenariats publics-privés que nous allons mettre et nous allons aussi également emprunter à l'international. C'est 3 500 milliards qu'il faut aller chercher à l'international. Une dette de plus, monsieur le candidat? Non, ce n'est pas une dette de plus. Une dette, on la paye. Tous les pays du monde sont endettés. Arrêtez de penser que la dette est une mauvaise chose. C'est faux. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté. La France, la Chine. Aucun pays ne vit sans la dette. Maintenant, il faut distinguer entre ce qui est dette inutile et la dette utile. Moi, je m'investis sur la dette utile pour bâtir mon pays.
Mon projet, il est à 7 000 milliards. Le PSG, il est à combien? Dites-moi, vous vous souvenez des chiffres? 20 000 milliards. 20 000 milliards. Et mon projet n'est pas ambitieux. Je vous ai dit 7 000 milliards. C'est sur 7 ans. Donc si vous calculez, ça vous fait 1 000 milliards par an. J'ai payé en 19 mois 2 485 milliards en 19 mois. Et je serais incapable de payer 1 000 milliards par an. C'est qu'il y a un problème. Alors, on l'aura compris, Monsieur le Président, vous saurez où trouver le financement pour mettre en œuvre ce projet, on va dire, ambitieux. On va parler société après la petite transition du côté de la régie. Voilà, on revient sur ce plateau Un candidat, un projet. Nous sommes toujours avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez fait du social votre projet phare, des ambitions assez appuyées pour les Gabonais. Le social avec Marielle Biogou. Merci Martial. Monsieur le candidat, on va directement parler de l'eau et de l'énergie qui est le pilier 1 de votre projet de société. Vous avez un peu embrayé sur la question, mais je vais quand même renchérir parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, ces Gabonais. Que vous soyez à Tchatanga, dans le Moyen Ogoué, à Mwanda, dans le Haut Ogoué ou à Fougamou, dans l'Angounier, les délestages deviennent insupportables. L'eau potable est un luxe. Peut-être que j'ai cité en premier les régions de l'intérieur du pays, mais même ici à Libreville, à Sotega, à Nzengayon et même à Akanda, puisque beaucoup sur ce plateau résident à Akanda, ils n'ont pas de l'eau au robinet. Monsieur le Président, sinon Monsieur le candidat, que comptez-vous faire pour apporter de l'eau au robinet aux Gabonais et pour arrêter les délestages intempestifs? Alors, c'est deux fois la même question. Vous voulez commencer par quoi? L'eau ou l'électricité? Je suis prénable. Peut-être l'électricité d'abord. L'électricité. Oui. Alors, le 30 août 2023, je reviens toujours sur cette date. La puissance, le nombre de mégawatts du Gabon était à combien? Le Gabon, à l'heure actuelle, c'est 640 mégawatts. Vous arrondissez à 700 mégawatts. À peu près, on arrondit souvent à 700. Oui. À 700 mégawatts, vous arrondissez. Libreville, quand nous avons fait le 30 août, nous étions dans les 230, 240 mégawatts. En gros, 230 mégawatts. C'est ce que nous avons trouvé le 30 août. Aujourd'hui, on a une ville qui s'agrandit. Et comment eux, ils faisaient avec les 230 mégawatts? Quand ils vous disent qu'à leur temps, il y avait moins de délestage. Regardez, la ville était dans le noir. Quand on quittait l'aéroport jusqu'à Glace, c'était éclairé le long du palais. Et les quartiers étaient dans le noir, il n'y avait pas d'éclairage public. Soyons honnêtes, n'oublions pas ce que nous avons vécu. Moi-même, j'étais au Sénégal, je venais souvent en vacances, en 2014-2016, mais tout Libreville était dans le noir. La ville était éclairée par quelques lampadaires que les boutiquiers avaient dehors. Et nous, quand nous sommes arrivés, peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, vous allez nous excuser. On a alimenté toute la ville. Regardez les mâts. Éclairage public dans tous les quartiers, jusqu'en province. Tout le monde le voit. Regardez comment le bord de mer est dans les quartiers, en province, avec des lampadaires vert, jaune, bleu. Ce sont des LED et ça consomme énormément. S'il y a le choix à faire, vous me demandez alors, il faut arrêter l'éclairage public. Et c'est ce qui nous a causé aussi des délestages. Nous avons trouvé un matériel obsolète, très vieillissant. Depuis 25 ans, on n'a pas changé des groupes. Et je suis un homme d'action. Je suis allé sur place moi-même. J'ai trouvé des groupes vieillissants. Nous avons payé quelques groupes pour envoyer en province. On a payé des transformateurs pour envoyer en province. Et nous avons essayé de remédier ce que nous pouvons faire. Ça, ce sont des solutions palliatives. C'est palliative. J'en arrive sur la grande solution. C'est là. Tout pour moi, c'est prévu. Je vous ai dit que je suis en avance sur vous. On a essayé de remédier. Quand je me suis rendu sur ces lieux,
Vous avez 10 groupes qui sont alignés en série. Quand il y a perturbation sur les réseaux, ça se coupe. En série, quand il y a un groupe qui se coupe, c'est de la physique. Tous les 10 groupes se coupent. Et pour attendre le retour du courant, vous avez un groupe qui doit d'abord démarrer, tourner. Ça prend 10 minutes. Après 10 minutes, il lance. Toujours pas de courant. Le deuxième groupe, il redémarre. C'est ce que nous avons hérité. Hein. Il redémarre. Jusqu'à ce qu'on arrive au 10e groupe. Ça vous fait combien? 10 fois 10, ça fait 100. Donc ça fait 100 minutes. Ça fait 1h40 et quelques d'attente pour le retour d'électricité. Voilà pourquoi vous avez vu que tous ces délestages mettaient longtemps. Et j'ai appelé cet opérateur économique. Et je le lui ai dit, ton contrat ne serait pas renouvelé. Et je le dis, qui me regarde. Si tu ne changes pas de groupe, on ne peut pas s'amuser à prendre l'argent des Gabonais qui payent de l'électricité et ils sont dans le noir. Parce que tes groupes sont vieillissants. Il faut me les changer. Et quand tu vas les changer, tu les mets en dérivation. S'il y a un qui coupe, il y a des autres qui alimentent. Qui prennent le relais. Est-ce que c'est la solution que vous allez proposer durant les prochaines années? La solution que je propose pendant les années qui arrivent, nous allons répartir à l'hydro, F2, l'impératrice. Nous allons le faire. Nous avons le barrage de Boué qui va produire 400 MW. Nous allons le faire. Et si on parle d'électricité, moi, je suis un homme pragmatique. Tout pour moi, c'est calculer et c'est chiffrer. Et ce serait peut-être ma première dette, mon premier emprunt dans cette transition. On m'a accusé d'aller emprunter de l'argent, mais je suis quelqu'un de transparent. Nous avons un opérateur économique qui nous accompagne, avec lequel nous avons parlé d'une levée des fonds. Et c'est transparent. Le gouvernement a donné son accord. Le Sénat, ici, c'est signé par Mme Paulette Missambo. C'est signé. Le Sénat. C'est signé par l'Assemblée nationale. C'est là. Donc, c'est dire que je ne fais pas des choses seul. Je fais avec mon équipe. Et l'emprunt, il est de 130 milliards. 130 milliards. Tous les papiers sont bouclés. Et prenez l'habitude de lire le journal officiel. On le fait, monsieur. Non, monsieur pas vous. Non, c'est pas vous. Je sais que vous le faites. Non, vous le faites. Je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse pas à vous. Vous savez à qui je m'adresse. Je m'adresse au peuple gabonais. C'est sorti au journal officiel. Donc ce n'est pas un emprunt caché. C'est au journal officiel. Et j'ai levé cet argent. C'est pour créer des centrales à gaz. Une centrale à gaz de 50 MW, c'est dans les 32 milliards. On en fera une dans la zone nord à Kanda, une de 50 MW au niveau de Nkok, pour les industries qui vont arriver, une à Port-Gentil, une à Lambaréné, parce qu'il y a Mabounine qu'il faut relancer avec toutes les industries qui sont fermées. Et donc j'ai déjà mon argent de prévu. J'ai dit à cet opérateur économique, ce n'est pas la peine d'envoyer, nous sommes aux élections. Si vous envoyez, on va dire, j'ai emprunté de l'argent pour faire les élections. C'est là, ce n'est pas encore chez nous, mais tous les papiers sont prêts. Donc, une fois élu, lors du retour à l'ordre constitutionnel, ça y est, Ça au mois de mai, juin. Ça prendra combien de temps? Pour réaliser une centrale à gaz, il faut compter en gros entre 6 et 9 mois. Pour un barrage hydroélectrique, eh bien là, il faut compter 3 à 5 ans. Un peu plus de temps et pour des solutions à court terme. Pour des solutions à court terme, nous avons misé sur des groupes électrogènes. Et c'est ce que nous faisons. On a misé sur des groupes électrogènes pour essayer de renforcer. Et nous avons fait venir aussi le bateau turc qui nous fournit 70 mégawatts. Donc on est quitté de 230 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 300 mégawatts à Libreville. C'est une progression avec ce bateau. Et justement, en parlant de cette solution apportée par Car Powership, dans l'opinion, il se dit que c'est une solution hors de prix. Laissez les gens parler. Le contrat, il a circulé à un moment donné sur Internet. C'est moi qui ai fait fuiter le contrat. Avec ce bateau, nous payons 1,850 milliard par mois. C'est moins cher
que l'opérateur économique qui nous fait 10 groupes et qui nous fait des délestages. Je ne vais pas citer son nom. Le bateau, il est moins cher. Demandez à tout le monde. Lui, il nous prend 2 milliards par mois. Vous voulez qu'on cite son nom? Non, On pas le connaît. besoin. Ben, vous le connaissez. Ce n'est pas un Il est là procès, depuis 25 ans. monsieur le Il prend candidat. 2 milliards. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je vous ai dit, je ne sais pas mentir. Le bateau, il est arrivé. On vous a fait croire que c'est un bateau qui est venu rien que pour les élections. Je l'ai entendu ici. Qu'après les élections, le bateau va repartir. Bon. Est-ce qu'on aime ce pays réellement ou on ne l'aime pas? Même si on est concurrent, il faut dire la vérité aux Gabonais. J'ai signé pour ce bateau pour 3 ans. Parce que je l'ai dit, au bout de 3 ans, je dois régulariser ma situation. Je dois avoir mes générateurs. Je dois avoir mes centrales thermiques. Je dois faire mes barrages. Je ne peux pas dépendre de toi pendant plus de 4, 6, 10 ans. Ou 25 ans comme on dépend de l'autre. Donc après 3 ans, le bateau il repartira. Et nous aurons des générateurs que nous aurons conçus. Angers. Monsieur le candidat, ça c'est pour l'électricité, mais pour l'eau potable. Pour l'eau potable, j'en viens. L'eau potable, c'est toujours la même chose. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Et vous le savez. Vous le savez, nous avons hérité de toutes ces situations. Pour l'eau potable, il faut relancer les projets. Lesquels? Toumset, par exemple. On ne peut plus se contenter de Mbomo. Il faut refaire Mbomo et lancer Toumset pour avoir 13 millions de mètres cubes au robinet qui vont arriver. Mais naturellement, tout ça, après, il faut trouver le nerf de la guerre. Pendant que certains font des plateaux, moi, je suis un travailleur pour mon peuple. Je ne suis pas un homme de médias. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas sur les plateaux, parce que je réfléchis. On parle bien de l'eau. Oui. Les solutions de l'eau, nous les avons trouvées. C'est là. C'est avec Suez. C'est 200 millions d'euros qui vont investir en PPP. Je dis bien c'est en PPP. On peut lire le contrat pour voir. Je ne suis pas un économiste, mais j'apprends aussi à comprendre l'économie. Le taux, il est de 8,15. Donc ça veut dire que c'est une bonne affaire. Il est à 8. Je parle devant des économistes. Il vous regarde. Oui. On a une maturité de 15 ans. On est indifféré jusqu'à la fin du contrat, donc après les réalisations des travaux, pour avoir 13 mètres cubes. Ils vont s'occuper de Mbomo, de Toumset, de réparer les fuites dans la ville et de faire quelques châteaux d'eau. C'est là, c'est écrit. Ça, c'est pour le grand Libreville, quid de l'intérieur du pays. Y compris à l'intérieur du pays. Certaines villes ont été comptées. La durée des travaux? Hein? Durée des travaux? La durée des travaux, je vous la donnerai. Ils vont arriver. C'est déjà signé. Mes équipes l'ont signé à Paris, le 5 avril. Et j'ai le document. Donc je ne viens pas sur ce plateau pour raconter des conneries aux Gabonais. Je suis un homme pragmatique. Oui, Martial, quand même une question sur notre très célèbre Société d'énergie et d'eau du Gabon. On l'a vu durant la période de transition, la mise en place de cette administration provisoire. Aujourd'hui, quand on regarde votre projet de société, vous proposez de séparer les activités de l'eau et de l'électricité. En matière de perspective, comment on envisage cela en termes de bonne gouvernance dans ce secteur essentiel pour le quotidien des Gabonais? Alors, vous savez, dans la vie, la plus grande folie de l'homme, c'est de faire la même chose tout le temps et de s'attendre à un résultat différent. Nous avons privatisé la ICG, toujours les mêmes problèmes. On a reprivatisé, les mêmes problèmes. Nous avons injecté de l'argent, les mêmes problèmes. Je pense qu'il est temps. Nous sommes tous nostalgiques de notre ECG et qu'il faut séparer les deux volets. En France, c'est séparé. Vous avez l'eau à part, vous avez le courant à part. C'est jamais mélangé. Aux États-Unis, j'y habité là-bas. C'est séparé. Au Sénégal, j'y étais. J'ai vécu au Sénégal. C'est séparé. En Côte d'Ivoire, c'est séparé. Dans tous les pays, c'est séparé. Pourquoi nous, on va continuer à faire eau, électricité mélangée? Et je pense qu'il faut séparer. Le moment est venu de séparer. Pour que l'eau ait sa place ailleurs, qu'elle se gère elle-même, que l'eau courant ait sa place ailleurs, et que le courant se gère lui-même d'une manière autonome. Maintenant, après, il faut regarder.
On fait une grande société d'électricité. C'est comme on dit, même si vous êtes meilleur joueur, vous ne pouvez pas jouer sur tous les postes. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi non plus avec mon numéro 10 et je ne joue pas sur tous les postes. Donc, il faut que la SCG se spécialise. Il faut qu'elle choisisse sur tous les postes. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi, tous les postes. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi non plus avec mon numéro 10 et je ne joue pas. Donc, il faut que la SCG se spécialise. Soit elle veut vendre de l'énergie. C'est un choix. Mais on ne peut pas faire les deux. Et ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. En France, ça se passe comme ça. Et maintenant, les lignes reviennent à l'État. L'État prend la gestion par ce volet. Je vous dis de grâce, on refera la même chose et s'attend toujours au même résultat. Donc, il faut séparer. Le moment est venu de séparer. Je suis nostalgique de cette ECG, mais il faut séparer. Il nous On l'a reste 8 bien minutes, compris, Marielle. monsieur le candidat. On passe au volet éducation. Rapidement. Vous avez sillonné le pays dans le cadre de cette campagne électorale, mais pas seulement, même avant. Et il y a des enfants d'un petit village qui s'appelle Ndengilila. C'est devenu un district. C'est entre Mabanda et Moabi, dans la Nyanga. Oui. Qui sont obligés de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. La question est, monsieur le candidat, quelles actions comptez-vous mettre en place pour améliorer l'éducation au Gabon? Alors, l'une des premières actions que nous avons mis en place dans la transition, c'était de redonner à nos élèves la bourse scolaire. Au moment où on l'avait coupé, en disant que l'État n'avait pas de moyens pour payer. Moi, je paye cette bourse scolaire. Ça veut dire que j'encourage les jeunes à l'école. Pour ces enfants, nous faisons aujourd'hui un déficit de 3000 écoles, 3000 salles de classe, autant pour moi, 3000 salles de classe à travers le Gabon. Mais nous allons les construire. D'ailleurs, je commence à construire. Nous avons commencé à construire des écoles, vous les voyez partout, lycée CTRI, collèges et autres. On en a construit, on en a rénové des établissements au Carrefour à Kaye, à l'intérieur du pays. Je pense à ces enfants et je veux le faire. Quand je dis je veux le faire, je veux le faire. Paris ne s'est pas construit en un jour. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut la même chose au même moment. Et je comprends parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont souffert de 14 ans d'attente. 14 ans sans rien voir. Et quand on voit, je ne veux pas dire un Messie venir, eh bien, on veut tout avoir le même jour. Et surtout que ce sont des besoins prioritaires non, et de base. C'est des besoins prioritaires, ça me touche. Je vous ai dit, c'est dans mon programme. Si je l'ai mis, c'est que c'est dans mon programme. Et je veux le faire. Je veux même aller plus loin, améliorer les conditions de vie des enseignants qui sont dans ces villages, qui sont aux frontières. J'allais y arriver. Et je l'ai dit. Quand j'ai reçu ces enseignants, qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons trouver une prime d'éloignement, comme on le fait pour les militaires. Mais prime d'éloignement, attention, ce n'est pas pour ceux qui sont à la capitale provinciale. Ce n'est pas pour ceux qui sont dans les chefs-lieux des départements. Chez nous, les militaires, c'est ceux qui sont aux frontières, à la frontière. Pour parler de Ndengilila. Oui. Donc, oui, ceux qui vont enseigner là-bas, ils auront la prime de logement. Ils auront la prime d'éloignement, ainsi de suite, avec leur prime de logement. Ça, c'est normal. Et quid de la santé, monsieur le candidat? Est-ce que vous y avez pensé? C'est mon secteur clé. Parce que mon ambition, c'est qu'on se soigne ici, chez nous. Dernière préoccupation, Marielle. C'est pour nous. La santé, je veux qu'on se soigne chez nous, ici. Et vous avez vu, on a réfectionné les dispensaires. On a équipé des dispensaires. Nous étions en Mouila, on a inauguré l'hôpital. En Mwanda, on l'a fait. Partout. À Oyem, on l'a fait. À Akieni, dans les départements, on a rénové les dispensaires. Maintenant, moi, mon ambition, c'est aussi d'améliorer les plateaux techniques pour qu'il y ait moins d'évacuation. Au-delà des plateaux techniques, nous allons maintenant construire des hôpitaux spécialisés. On ne va plus faire l'hôpital général avec un taux. Il faut faire un hôpital spécialisé. Supposons à Libreville, on mettra la spécialité des AVC à Libreville. Et là, pour tous ceux qui font des AVC, que ce soit à l'intérieur du pays
on les amène à Libreville et ils sont soignés. Ils restent à l'hôpital jusqu'à leur guérison et ils sortent. L'hôpital, on le mettra en DEM. Donc c'est connu. Franceville, je pense que les travaux ont commencé. C'est la spécialité urologie, je pense. Et les travaux ont avancé. Oyem, c'est l'ophtalmo. À côté de Lambaréné, vous avez Ndjoli. Lambaréné, on n'en a pas mis, mais on a mis Ndjoli. On a mis la traumato pour les accidentés de route. Donc c'est ce que nous allons maintenant tendre. Spécialiser l'offre de soins en fonction des régions. En fonction de régions. En fonction des régions. C'est On l'a exact. compris, monsieur le candidat Martial. Quand même une dernière question, parce qu'il nous regarde également. Ce sont les demandeurs d'emploi. On n'en a pas parlé durant toute cette émission. Oui. Il y a des concitoyens, monsieur le candidat, qui sont devant l'Assemblée depuis un moment maintenant. Il y en a d'autres. L'ONE, sinon le PNPE aujourd'hui, parle de près de 60 000 demandeurs d'emploi qui frappent à la porte. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que finalement, eux aussi, ils puissent participer à l'édifice nouveau que vous voulez bâtir? Alors, ce que j'ai dit à tous ceux qui me regardent, c'est comme je sais le dire, je suis véridique, je ne sais pas mentir. Au début de cette transition, nous avons donné 26 500 postes budgétaires. Mais la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. À un moment donné, il faut les orienter vers l'entrepreneuriat. Et vers l'entrepreneuriat, il n'y a pas de félicité sans effort. Il faut un peu d'effort. Dans mon projet de société, j'ai dit « aidez-moi à vous aider ». Et que j'allais créer un fonds pour ces jeunes. J'ai énoncé 2 fonds. Aidez-moi à vous aider pour les jeunes entrepreneurs. Et j'ai dit aussi le fonds CATER, le crédit agricole à taux réduit. Et je ne sais pas faire dans la langue de bois. Je suis l'homme du concret. Pour ces jeunes, j'ai pensé à eux. Le fonds, il est prêt. Il est alimenté. C'est 20 milliards. Tout ce que j'annonce dans ma campagne, c'est dit. Vous pourrez le publier. Je vais vous le lire. Nous, c'est signé Banque de commerce et de l'entrepreneuriat. Je vous fais fi de ça. Représenté par Madame Daisy Arlène Machin, agissant en qualité de directeur général de la Banque d'entrepreneuriat, atteste avoir reçu un dépôt de la somme de 20 milliards de francs CFA au crédit du compte numéro, je vous laisse le numéro, dans les livres du nom Fonds Aidez-nous à vous aider. Il est là le fonds. Tous les entrepreneurs Alors, pourront avoir Tous accès. les entrepreneurs pourront rentrer à l'intérieur. Maintenant, Marielle, après, merci. il y a une logique. Et là, je m'adresse à ces jeunes ici présents. Je suis là pour vous aider. Et je ne fais pas dans la langue de bois. Pour vous aider, il y a des mécanismes à suivre dans l'administration. Premièrement, il faut aller créer votre société au niveau de l'ANPI. À l'ANPI, j'ai baissé les taux de création des sociétés. Je les ai divisés par 2. C'est pour vous que je l'ai fait. Et après, on a enlevé l'exonération en disant pour les jeunes sociétés, les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leur activité, vous êtes exonérés de 3 ans. Une fois que vous avez votre projet de société, je les vois tous qui m'amènent les projets de société. Mais ce n'est pas au président d'aller faire la queue pour vous. Vous allez vers la banque. Mais n'allez pas envahir la banque. Laissez à la banque, l'argent est sur le compte, 3 mois le temps de s'organiser. La banque mettra en place des start-up, des sites internet, des incubateurs qui vont travailler avec. Et vous allez vers ces incubateurs. On parle de digitalisation. Apprenez à déposer un dossier par Internet. Alors, on espère qu'ils l'ont compris, monsieur le candidat. Effectivement, 1h30, ça passe très très vite. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas encore fini parce que j'ai aussi Voilà, vous avez... le fonds pour les crédits, pour les agriculteurs. Les agriculteurs. Voilà. C'est là, le Malheureusement, CATER. Il est de 5 milliards de francs CFA. Voilà. Ça a été alimenté le 8 avril. Je l'ai alimenté. Donc, je ne fais rien au hasard. Au moins, c'est dit. Effectivement, vous êtes un homme de parole. On espère qu'au soir du 12 et les jours qui suivront, tout cela sera mis en place. Mais Si, bien sûr, il est élu. si vous êtes élu, bien sûr. Alors, une petite Je le minute pense. quand même. On a souvent tendance
a oublié cela, mais nous savons que dans votre projet, vous n'avez pas oublié un petit mot quand même sur le sport et la culture. Vous avez vu que Gabon Télévision séparé en couleur culturelle. Le sport également, vous êtes un sportif. Qu'est-ce qui est prévu en 2 mots? Alors, pour le sport et la culture, je les encourage. Je serai toujours avec eux. Et c'est comme nous avons lancé le championnat national. L'État a mis 2 milliards pour que le championnat ne s'arrête pas. Et nous allons continuer à le faire. Il n'y a pas que le football, monsieur le candidat. Oui, il y a la culture. Je sais où vous voulez en venir. Mais je dis, moi, j'ai dit ce que je peux parce que j'anticipe. Je sais où vous voulez m'amener. Je ne me prononce pas encore là-dessus. Vous voulez parler des droits d'auteur. C'est ce qui fait le remous chez les artistes. Voilà. Tous ces artistes, je les connais parce que je les ai accompagnés à un moment donné. Tout à fait. Quand je me voyais chanter avec eux, c'est parce que j'ai sponsorisé certains de par mon passé. On Même a dans gardé le sport, ce lien. même Donc, dans le sport, il n'y a pas que même le dans le football. sport. Et donc, je ne les oublie pas. D'accord. Alors, vous parlez de droit d'auteur. Le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, mais ce soir, quand même, le cordonnier voudrait vous demander, si vous êtes élu, d'avoir un regard particulier sur peut-être le statut particulier du communicateur, qui jusque-là... Qu'est-ce que vous en dites? Et je vais le regarder. D'accord. Mais je pense que pour les communicateurs, on avait déjà aussi donné quelques postes budgétaires. Le statut particulier... Oui, mais conviendrait non, mieux. c'est dire que si je commençais par ça, je vais regarder le statut particulier. D'accord. Merci Et en tout cas. je me rappelle aussi de la subvention à la presse, les 500 millions de la presse. Donc c'est dire que je suis à jour. Et pour les enseignants, je pense que j'ai payé leurs vacations aussi. D'accord. Il faut le dire. Mais il reste encore Je vais aux beaucoup à élections sans rien et je ne dois rien aux Gabonais. Merci J'ai en tenu tout mes cas engagements. à vous, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat pour la présidentielle du 12 avril 2025. On vous souhaite beaucoup de courage. Les Gabonais vous regardent au terme de un candidat, un projet. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir en les regardant en face, bien sûr? Mes chers compatriotes gabonais, vous m'avez suivi et vous m'avez écouté. J'espère que vous m'avez compris. Je ne suis pas un homme de discours, comme je sais vous le dire. Je suis un homme de bilan, un homme de résultats. Je suis pragmatique. Je ne sais pas mentir à ma population. Et je vous demande de me faire confiance, de m'accorder vos voix pour que l'essor vers la félicité, tant entendue depuis longtemps, se réalise, afin de vous rendre votre dignité. Je suis là pour vous rendre votre dignité. Et je vous rendrai votre dignité. Merci. Merci à vous, Brice Clotaire Oligui Nguema. Un candidat, un projet s'achève pour ce soir. Merci pour votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain lorsqu'il sera 21h30. Chaque planète a sa propre guerre.